Nous allons accueillir donc Stéphane Bouquin. Nous l'avions déjà annoncé ce matin en début de programme. Donc bienvenue à lui. Merci Monsieur le Président. Merci camarades. Chers camarades, chers amis. Nous traversons une situation difficile, complexe. Beaucoup de militants syndicaux ou de gauche en général ont des sentiments de perplexité. Certains se démoralisent. On a le sentiment que nos certitudes ne valent plus grand-chose. On a l'impression de perdre pied ou de ne plus avoir l'emprise sur les événements. En ces temps tumultueux, il est important de garder la boussole, surtout la bonne, celle qui indique le nord. Un congrès est un moment privilégié pour cela. Il permet de réfléchir sur la situation dans laquelle nous sommes. Un congrès permet de tracer les perspectives et de se mettre d'accord sur les objectifs et sur les actions à entreprendre. Je suis très heureux de pouvoir contribuer à votre congrès. C'est un plaisir et un honneur pour moi. En moins de 30 minutes, je vais essayer de vous proposer quelques clés d'analyse, une vision sur la situation dans laquelle nous nous trouvons, et surtout, je voudrais vous convaincre, s'il le faut, qu'il ne faut jamais abandonner ce qui fait votre force, notre force, à savoir le fait que nous sommes un syndicat socialiste et que nous nous battons pour un autre monde que celui-ci, un monde meilleur. J'en viens au premier point. Les crises se démultiplient. Que faut-il en penser? En grec, le mot « crisis » signifie « chemin qui bifurque ». Edgar Morin, un sociologue français, propose de penser la crise à partir de cette définition. Non pas transition, mais bifurcation. Pour lui, toute crise traverse trois séquences que sont le déferlement, le dérèglement et la bifurcation. La première séquence initie une situation d'urgence qui déborde les capacités de traitement routinisées. Elle met en panne les régulations générales du système. Le système connaît alors un dérèglement où les modes opératoires ne fonctionnent plus. Les actions lancées en vue de stabiliser la situation, les dispositifs de réponse se grippent et la situation tend à s'aggraver, notamment parce que les effets pervers neutralisent l'action initiée. Suit alors la deuxième séquence, celle du dérèglement. Les antagonismes deviennent manifestes, les tensions s'aggravent. Concrètement, les exigences à satisfaire simultanément se multiplient et deviennent contradictoires, ce qui déclenche la troisième séquence, dite de divergence ou de bifurcation. Cette troisième séquence se caractérise par une désagrégation des éléments structurants. Elle appelle des hommes providentiels et des recettes miracles. Les deux premières séquences, le déferlement et le dérèglement, conduisent à la fragilisation et à l'impuissance. Mais la situation de divergence se caractérise par une remise en question fondamentale qui déstabilise le système et qui ouvre la perspective d'une bifurcation. Je pense qu'Edgar Morin nous aide à voir plus clair. En période de crise, tout bouge et il faut donc également sortir des sentiers battus, remettre en cause nos façons de voir et nos pratiques. Bref, les routines ne servent à rien et le retour au statu quo ante est tout aussi vain qu'irréaliste. Des remises en question radicales s'imposent et il faut être ouvert à cela. J'en viens maintenant à mon second point. Les crises des 2 dernières années montrent que tout est lié. En 2008, le marché immobilier américain s'effondre. Les mastodontes financiers font faillite. Ils manquent de cash, s'avèrent insolvables. Les ménages ne peuvent plus rembourser leurs prêts hypothécaires et sont obligés de vendre ou sont expulsés de leur maison. Les maisons ne valent plus rien et les investisseurs se retrouvent avec un portefeuille d'actifs rempli de titres pourris, les actifs toxiques. Pourris parce que surévalués, pourris parce que non sécurisés. La crise se propage à l'échelle du globe. Les fonds hypothécaires américains font faillite les uns après les autres. Le gouvernement américain vient en aide, mais c'est déjà trop tard. Face au risque d'effondrement généralisé, les États interviennent et injectent des sommes astronomiques dans le système bancaire. En quelques mois, ce sont près de 4 000 milliards de dollars qui sont mis à la disposition du capitalisme financier sous forme de prêts, de garanties, de prise de participation, achat d'actifs, voire même de nationalisation. D'où vient cet argent? De la vente des réserves d'or ou de la planche à billets? Non. En fait, les États mettent sur le marché des bons d'État,
des obligations, des titres divers, valables 3, 5 ou 10 ans. Très vite, ces bons d'État deviennent le placement le plus sécurisé, car quel État va faire faillite? En plus, les banques centrales baissent leur taux d'intérêt à du 0 ou du 1%, ce qui fait que l'argent emprunté auprès des banques centrales coûte moins cher que l'eau du robinet. Est-ce que ces masses de liquidités sont investies dans l'économie? Est-ce qu'elles servent à soutenir l'activité des PME? Que nenni, comme on dit à Liège. Non, parce qu'entre-temps, la crise financière a été doublée d'une crise économique. Et en effet, pourquoi investir lorsque l'activité économique s'arrête? À partir de la fin 2008, l'ensemble de l'économie mondiale entre en récession. C'est la plus sévère depuis la Seconde Guerre mondiale. Une croissance négative ou un recul de 4% pour les pays de l'OCDE, un recul de 2 à 3% pour les économies émergentes. L'année 2009 connaîtra donc une chute des rentrées fiscales. Les États soutiennent, bon an, mal an, la demande. À ce moment-là, certains disaient que la crise a du bon, que la crise est toujours une opportunité de changement. Beaucoup ont vu dans l'intervention étatique le signe d'un retour de l'État. On croyait vivre le champ de signe du néolibéralisme. L'intervention économique était de retour, le keynésianisme aussi. On parle de relance orientée sur l'économie durable. Eh bien non, le réveil est douloureux, car à la fin de 2009, c'est la crise de la dette qui démarre. Cela commence à Dubaï. Vous savez, la tour de 800 mètres de haut avec la plage artificielle. Le gros problème, l'Émirat n'arrive plus à rembourser ses créanciers. Mais les autres États du Golfe donnent un coup de main. Puis c'est le tour de la Grèce. C'est à ce moment-là qu'on fait connaissance avec cet étrange acronyme que sont les PIGS, en fait, qui renvoie à plusieurs pays, le Portugal, l'Italie, la Grèce et l'Espagne. Les marchés spéculent contre les États. Les fonds d'investissement achètent en masse des titres de dette et puis ils les vendent par paquets entiers, poussant à la baisse la valeur de ces titres et donc à la hausse les intérêts. Les obligations sont des titres qui ont une durée de vie limitée, 3, 5, 10 ans. Il faut donc rembourser l'acheteur du titre. Et donc les États doivent emprunter à nouveau et vite. Mais entre-temps, les taux d'intérêt ont grimpé et les États sont pris à la gorge. Derrière cela, il y a en fait un mécanisme particulièrement pervers où ceux à qui on rembourse la dette sont aussi ceux que l'on a sauvés avec les deniers publics et ceux à qui on prête de l'argent à taux zéro. Il y a un graphique qui vous sera montré là et qui montre bien comment pour les pays de la zone euro, on a connu une croissance fulgurante en 2-3 ans du taux d'endettement. La crise de la dette, c'est la menace du défaut de paiement. Et cela menace à nouveau le système financier. Car qui détient les obligations d'État? Ce sont exactement les mêmes banques que l'on a sauvées il y a 2 ans avec les deniers publics. Les États doivent donc rembourser. Et pour rembourser, ils doivent emprunter. Mais attention, à condition de donner des garanties, à savoir assainir les comptes publics. Pour cela, il faut de l'austérité, beaucoup d'austérité, énormément d'austérité. Mais cela ne suffit pas. L'euro est une monnaie forte, car l'Allemagne le veut. Il faut donc 2 fois plus de discipline budgétaire. Et tous les pays, quelles que soient leurs caractéristiques, du sud ou du nord de l'Europe, doivent égaliser leurs indicateurs. C'est la religion du pacte de stabilité, le culte des 3%. Face au défaut de paiement des pays de l'Europe du Sud, une solution est trouvée au mois de mai de cette année. Le plan de garantie de 900 milliards d'euros, à financement mixte du FMI et la Banque centrale européenne. Ce fonds de garantie n'est accessible qu'à condition de ramener les déficits publics à 3% en 4 ans maximum. C'est de l'aide conditionnelle. C'est un peu comme ce qu'a fait le FMI en Amérique latine dans les années 90, 90. On vous aide, mais à condition d'assainir, de réduire les salaires, de mettre les fonctionnaires à la porte, de réduire les dépenses sociales et les services publics. La Grèce, elle a connu 4 plans d'austérité en moins d'1 an, et ce n'est pas fini. Tous les pays européens sont en train de mener les mêmes politiques. Mais aujourd'hui, l'austérité risque de relancer la récession, risque de relancer la crise, et pas l'économie. Paul Krugman, Nobel d'économie de l'année passée, Stiglitz, ancien directeur de la Banque mondiale, et même Barack Obama, demandent à l'Europe de ne pas arrêter trop brusquement les programmes de soutien à l'économie, de ne pas aller trop vite ni trop loin dans la politique d'assainissement budgétaire. Ils savent pourquoi. Le risque d'une dépression économique n'est pas écarté. Bref, de la crise financière, nous sommes passés à la crise économique, sociale, qui dure toujours, puis à la crise des finances publiques, et demain, ce sera probablement la crise monétaire. Comment sortir de ces crises à succession?
C'est un peu la quadrature du cercle. Soit vous réduisez drastiquement les dépenses et vous étouffez la reprise économique, soit vous augmentez les revenus de l'État, et si vous le faites sur monsieur et madame tout le monde, eh bien vous réduisez la consommation des ménages et vous étouffez à nouveau l'activité économique. En fait, il n'y a guère qu'une seule solution, à savoir adopter d'urgence une réforme des impôts, abolir les paradis fiscaux, introduire une taxe sur les transactions financières, doter l'Europe d'un vrai budget et donc mettre le cap sur l'harmonisation fiscale et sociale, au moins pour la zone euro. Voilà des mesures d'urgence, rationnelles, efficaces et en plus de justice sociale, puisque l'on ferait payer les responsables de la crise les méfaits de leurs actes. Sur un moyen terme, je pense qu'il faudra certainement aller plus loin. C'est une question de rapport de force, mais je pense qu'on pourra difficilement éviter une extinction des marchés financiers qui jouent aujourd'hui un rôle nuisible et prédateur.